Pour commencer cette communication, je voudrais expliquer rapidement ce qui m'amène ici. J'ai eu l'habitude pendant longtemps de participer à des colloques pour partager mes recherches sur des textes anciens. Et je renoue avec ce type d'événement aujourd'hui pour tenter d'une certaine façon de faire le lien entre mon passé de chercheuse et mon présent d'enseignante au collégial. Il ne s'agira pas ici donc de partager les résultats de recherche, mais bien une amorce de réflexion tirée de ma courte, très courte pour l'instant, expérience de professeur de cégep. Je précise que jusqu'à récemment, j'avais jamais sérieusement songé à enseigner, ni à l'université ni ailleurs, et que c'est après 15 ans d'absence, en venant au Québec, que j'ai eu envie d'enseigner au cégep. Donc j'étais pas du tout dans cette optique-là au moment où j'ai fait mes recherches universitaires. C'est un beau projet, mais comment est-ce qu'on fait le lien entre ce qui a motivé nos études à l'université et ce qu'on doit transmettre à des étudiants au collégial? C'est une question que se posent sans doute nombre de professeurs de littérature au collégial, et plus les études ont été longues, plus la question est difficile. Le caractère lointain des époques sur lesquelles on s'est penché n'arrange rien à l'affaire. Dans mon cas, il s'agissait d'écrits non littéraires, à proprement parler, de femmes de pouvoir pendant les guerres de religion en France, donc au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Le défi de la grande majorité des cours de littérature donnés au cégep, c'est qu'il consiste à enseigner à des individus a priori peu intéressés par les études littéraires et dont plusieurs présentent en plus de profondes lacunes en écriture et même en lecture. Alors certes, il importe de leur inculquer au fur et à mesure de l'enseignement des règles d'écriture ainsi que des notions de procédés linguistiques et les courants reconnus en histoire littéraire, mais qu'est-ce qui peut éveiller la discussion ? C'est justement lorsqu'on s'adresse à des personnes non conquises à la littérature que l'idée de lecture actualisante, dans le sens le plus simple, le premier sens qu'on comprend en entendant ce mot, s'impose. Comment capter l'attention des étudiants et des étudiantes? Comment leur communiquer l'intérêt de la littérature? Pour ma part, je tâche de leur expliquer ce qui a fait que je me suis intéressée à ce domaine. Il s'agissait pour moi de comprendre comment d'autres ont vu ou voient le monde pour m'aider à appréhender le monde dans lequel je vis. Plus que les courants littéraires ou les notions techniques, des questions comme l'injustice, l'oppression sociale, les inégalités ou le désespoir amoureux peuvent aujourd'hui, comme hier, toucher les étudiantes et les étudiants. Mais en quoi les retrouver dans des textes anciens peut-il constituer un avantage pour eux? Que ce soit auprès d'un groupe homogène de Québécois d'origine francophone en région ou en banlieue, ou d'un groupe varié d'étudiants en sortant du secondaire ou retournant aux études, allophones ou francophones, nés au Québec ou immigrés depuis peu, la littérature permet une rencontre avec l'altérité. Ainsi que le souligne Citon, au même titre que les littératures étrangères permettent de voyager à la rencontre de l'autre, les littératures anciennes, et c'est ce qui m'y a attiré assez jeune, permettent de voyager dans le temps à la rencontre d'autres manières de penser et de concevoir. Par ailleurs, le fait de devoir s'arrêter pour comprendre, décrypter le texte, son langage, le fait même d'avoir d'abord l'impression de ne pas comprendre, peut favoriser la réflexion. On en a toutes et tous fait l'expérience. Pourtant, ce sont souvent les mêmes auteurs de l'Ancien Régime qui sont étudiés en littérature québécoise. Il peut s'agir d'une méconnaissance des autres auteurs, d'un manque d'intérêt pour ces périodes. Les professeurs choisissent pas toujours la période couverte par leurs cours, ou plus simplement du manque de disponibilité de ces œuvres au Québec. J'ai eu envie, pour explorer les manières de rendre actuelles des œuvres anciennes, de me pencher sur 3 œuvres d'écrivaines issues des 3 siècles de l'Ancien Régime. Alors tout d'abord, l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, paru en 1559. Il s'agit de 72 nouvelles que se racontent 10 devisants et devisantes pour tuer le temps lorsqu'en revenant de prendre les eaux, donc de faire une cure thermale, ils sont coincés 10 jours dans les Pyrénées à cause d'inondations. Ces nouvelles, parfois grivoises, parfois plus sérieuses, ont comme sujet central les rapports entre hommes et femmes. Je vais me pencher surtout sur les 20 premières nouvelles. La deuxième œuvre, c'est La Princesse de Clèves, apparue en 1678, œuvre emblématique depuis qu'elle a été moquée par Sarkozy. Roman classique, considéré comme le premier roman d'analyse psychologique. Il met en scène une jeune princesse qui, mariée à un homme amoureux d'elle, tombe amoureuse d'un autre et, dans un souci de vertu, confie ses sentiments, auxquels elle n'a pas l'intention de céder, à son mari. Celui-ci, rongé par la jalousie, meurt. La princesse se sent responsable de cette mort et, malgré la liberté de son veuvage, refuse d'épouser l'élu de son cœur. Elle se retire du monde et meurt jeune.
La troisième œuvre, c'est les lettres d'une Péruvienne, sortie en 1747, de Françoise de Graffigny, dont l'héroïne, Zilia, est une princesse inca promise à l'héritier royal de sa nation. Après avoir été enlevée par les Espagnols et emmenée sur un vaisseau attaqué par les Français, elle raconte sa découverte de la société de cour française. Elle entretient des liens serrés avec l'homme qui s'est occupé d'elle et l'a installée en France. Quand elle finit par apprendre que son fiancé inca, enlevé par les Espagnols, a épousé une princesse espagnole, elle refuse de rompre son serment avec ce prince et d'épouser son bienfaiteur français, qui devra se contenter de rester son ami. Il s'agit ici de faire une lecture assez simple des textes, puisque dans le cadre de l'enseignement au collégial, ce type d'analyse prend une place assez modeste. Je tenterai plutôt d'ouvrir quelques pistes ou plutôt de donner quelques exemples. Dans la perspective d'un dialogue avec les œuvres de ces trois écrivaines de l'Ancien Régime assez peu étudiées au collégial, trois questions peuvent, à mon sens, susciter une réflexion susceptible de toucher les étudiantes et les étudiants, celle de l'ordre hiérarchique du monde, celle des rapports entre femmes et hommes et celle du sujet. Pour commencer, si on se penche sur la représentation du monde donnée dans les lettres d'une Péruvienne, le choix de la narratrice attire l'attention. L'auteur, selon un procédé connu, évidemment pour échapper à une éventuelle censure, attribue son texte à une princesse inca. Cependant, elle ne se sert pas de cette voix uniquement pour critiquer la société française. Elle invite aussi le lecteur à se mettre dans la peau d'une vierge du soleil enlevée par les Espagnols, puis par les Français. La colonisation est représentée sous sa plume comme une entreprise barbare. La première lettre de Zilia est à cet égard assez parlante. La narratrice y décrit l'irruption violente des Espagnols dans le temple du soleil où elle et les autres vierges sont élevées depuis l'enfance. Les pavés du temple ensanglantés, l'image du soleil foulé aux pieds, des soldats furieux poursuivant nos vierges éperdues et massacrant tout ce qui s'opposait à leur passage, nos mamas expirantes sous leurs coups et dont les habits brûlaient encore du feu de leur tonnerre, les gémissements de l'épouvante, les cris de la fureur répandant de toutes parts l'horreur et l'effroi, m'ôtèrent jusqu'au sentiment. Il est bien entendu plus facile pour une auteure française du XVIIIe siècle de s'en prendre aux Espagnols qu'aux Français. Il n'empêche que cette description de la façon dont les puissances coloniales prennent possession de territoires et de leurs habitants est frappante. Lorsque j'ai enseigné cette œuvre, cette représentation a eu un écho auprès d'étudiants et étudiantes issus de pays qui ont connu la colonisation ou une occupation et suscité l'intérêt de certains autres étudiants. La récurrence de la colonisation dans l'histoire et de ses différentes formes, par exemple, a été soulevée par certains étudiants. La représentation positive de la civilisation est aussi frappante. D'ailleurs, les lettres constituant le roman auraient d'abord été écrites à l'aide de quipos, système constituant une forme d'écriture inca, à partir de nœuds. Une fois Zilia arrivée en France, la critique qu'elle donne de la société française et la mise en valeur de la culture inca, telle qu'imaginée par Françoise de Graffigny, constitue également une remise en cause de la hiérarchie traditionnelle, aujourd'hui encore présente dans l'imaginaire collectif, entre peuples civilisés et peuples acivilisés. Il est d'ailleurs remarquable que les Espagnols, dans les lettres d'une Péruvienne, ne sont pas même guidés par le souci de répandre la foi catholique. En effet, on peut lire dans la même lettre qui raconte l'attaque par les Espagnols du Temple du Soleil. Cependant, je remarquai qu'ils ralentissaient les effets de leur cruauté à la vue des ornements précieux répandus dans le temple, qu'ils se saisissaient de ceux dont l'éclat les frappait davantage, et qu'ils arrachaient jusqu'aux lames d'or dont les murs étaient revêtus. Lors d'une discussion, en faisant des liens entre cette représentation de la conquête et des réalités actuelles ou des histoires qui pèsent encore dans les imaginaires collectifs, les étudiants et étudiantes approfondiront leur compréhension et leur analyse du texte et pourront faire des parallèles avec différentes histoires, celles de la colonisation française en Amérique ou au Maghreb par exemple, et avec les nouvelles formes de colonisation. Il peut aussi, certes, être pertinent de demander aux étudiantes et étudiants d'observer si la hiérarchie des ordres sociaux est remise en cause dans les textes. Question à laquelle ils répondront vraisemblablement non. On n'est pas dans le naturalisme encore. En outre, une conversation sur les raisons de ce silence peut être intéressante. Cependant, il me semble surtout révélateur d'étudier comment la narratrice discute de la hiérarchie entre les sexes. Cette question est particulièrement présente chez Marguerite de Navarre et chez Françoise de Graffigny. Cette dernière, comme elle laisse entendre que c'est la société qui corrompt les êtres humains, semble considérer une certaine égalité entre hommes et femmes.
Elle s'attache en effet à prouver qu'au cours de son éducation de jeune fille, puis de sa vie d'épouse, c'est par les hommes que la femme française devient inférieure. Demander aux étudiantes et étudiants de relever ce qui, selon Zilia, pose problème dans la condition féminine de l'aristocratie française peut les pousser à dégager pêle-mêle non seulement les inégalités des hommes et des femmes selon les lois de la France d'Ancien Régime, mais aussi l'absence d'éducation que les filles enfermées au couvent reçoivent, leur destin qui les fait passer de parents indifférents à un mari qui les ignore, le fait que les femmes servent avant tout de figures d'ornement, etc. Autant de réalités dont aucune n'appartient entièrement au passé et qui permettent de comprendre comment les hiérarchies se sont construites et continuent de se reproduire. On peut également relever dans La Princesse de Clèves une certaine critique d'une société dominée par les apparences, le protocole et la bienséance. De même, dans l'Heptaméron, il est suggéré que les rapports entre les hommes et les femmes, tels qu'ils sont dictés par les modèles des unes et des autres, ne permettent généralement que de sauver les apparences et rarement sa conscience. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. En effet, autre élément de ces textes qui renvoie à des questions actuelles, la construction des genres peut susciter la discussion en classe. Les écrivaines, rares sous l'Ancien Régime, proposent un regard sur la condition des femmes dans leur milieu, regard qui trouve étonnamment souvent écho dans la société actuelle. À ce titre, l'incompatibilité des modèles donnés aux femmes et aux hommes est présente dans les trois œuvres. Je ne m'arrêterai pas longuement au cas de la princesse de Clèves, mais certaines études mettent en valeur le carcan dans lequel se débattent aussi bien la princesse que le duc de Nemours, son amoureux. L'une doit rester chaste et pure, tandis que l'autre doit tout faire pour la convaincre de céder. D'ailleurs, l'un des traits du duc qui séduisent la princesse réside dans ses prouesses guerrières, tandis que le duc vénère la princesse en grande partie pour ses mœurs et sa conduite irréprochable. L'issue de ce duel amoureux est la mort prématurée de l'héroïne retirée du monde. Mais c'est dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre que le caractère inconciliable de ce qui est attendu des hommes et des femmes apparaît de la manière la plus flagrante. La nature de l'honneur féminin et masculin rend les rapports entre hommes et femmes impossibles. Par leur éducation, lorsqu'elles en ont reçu une, par la grâce divine pour les plus modestes, les femmes honorables portent la vertu donnée en exemple par le Décalogue et par la Vierge, mère du Christ. Elles restent pures jusqu'au mariage, puis fidèles à leur époux. Cette vertu est appelée trésor par un des devisants de l'Heptaméron. Dans les nombreux cas où le tentateur est un beau et preux chevalier, la femme doit être victorieuse à la fois, je cite, de son cœur, de son corps, d'amour et de son ami. Dans certains cas, elle doit user de la force pour repousser les assauts. Si elle échoue à se défendre et si elle survit au viol, son honneur est mis en jeu, comme c'est aussi le cas évidemment si elle cède par goût du plaisir ou par amour, par cupidité ou par désir de vengeance. Pour couronner le tout, elle s'expose alors à la violence légitime du mari cocu. Cette question est si actuelle que l'on retrouve cette problématique dans l'essai féministe de Virginie Despentes, King Kong Theory, où la honte du viol, celle de n'avoir pas préféré mourir plutôt que de se laisser faire et dénoncer. Alors que l'honneur féminin consiste essentiellement à se défendre des assauts des hommes, l'honneur masculin, lui, est actif et offensif. Gagné sur les champs de bataille, cet honneur se prolonge aussi, les métaphores guerrières ne font aucun doute à ce sujet, dans les conquêtes des femmes. Les femmes sont ainsi comparées à des forteresses à prendre et aucune stratégie négligée pour y parvenir, y compris la manipulation. Un des devisants cite à ce sujet le proverbe « De bien servir et loyal être, de serviteur l'on devient maître ». L'incompatibilité des deux honneurs est écrite en ces termes par Géburon, devisant masculin le plus âgé et le plus sage. « Mesdames, si vous êtes sages, vous vous garderez de nous comme le cerf, s'il avait entendement, ferait de son chasseur. Car notre gloire, notre félicité et notre contentement, c'est de vous voir prise et de vous ôter ce qui vous est plus cher que la vie. » Au-delà de la question du viol, ce constat affiché par Marguerite de Navarre trouve écho dans de nombreux sujets actuels, de la violence conjugale aux rapports différents qu'hommes et femmes sont censés avoir avec la sexualité et les sentiments. Sans parler de la question de la réputation de grands séducteurs, forts et resplendissants, encore attribués aux garçons qui accumulent les conquêtes, alors que, faut-il le rappeler, les filles qui collectionnent les hommes sont encore vues comme prématurément usées quand elles ne sont pas traitées de divers noms d'oiseaux. 2 siècles après Marguerite de Navarre, Françoise de Graffigny, par la plume de Zilia, dénonce également l'asymétrie des devoirs au sein du couple.
Comment les femmes ne seraient-elles pas révoltées contre l'injustice des lois qui tolèrent l'impunité des hommes, poussés au même excès que leur autorité? Un mari, sans craindre aucune punition, peut avoir pour sa femme les manières les plus rebutantes. Il est autorisé à punir rigoureusement l'apparence d'une légère infidélité, en se livrant sans honte à toutes celles que le libertinage lui suggère. Enfin, mon cher Asa, il semble qu'en France, les liens du mariage ne soient réciproques qu'au moment de la célébration, et que dans la suite, les femmes seules y doivent être assujetties. Par ailleurs, après avoir dénoncé la pratique des duels, Zilia écrit encore « Il est clair que les hommes, naturellement lâches, sans honte et sans remords, ne craignent que les punitions corporelles, et que si les femmes étaient autorisées à punir les outrages qu'on leur fait de la même manière dont ils sont obligés de se venger de la plus légère insulte, tel homme que l'on voit reçu et accueilli dans la société ne serait plus, ou retiré dans un désert, il y cacherait sa honte et sa mauvaise foi. » Cette citation trouve encore écho dans plusieurs textes féministes qui dénoncent la peur inculquée aux femmes, cette peur qui les empêche de laisser libre cours à leur violence dont elles sont physiquement capables pour se défendre. Les deux thèmes, dont le deuxième participe du premier, traité jusqu'ici, permettaient de comparer des pratiques et des idées et de réfléchir aux rapports sociaux de sexe et à la construction du genre. Le troisième thème que je propose, le sujet, permet de voyager dans l'histoire des idées. Le sujet est ici entendu au sens large. Je m'intéresse à toutes les traces de ce concept comme l'individu réfléchissant à lui-même, ses désirs, sa quête, sa conscience. Il est remarquable que dans les trois œuvres, il soit question dans une certaine mesure du rapport à soi. Dans l'Heptaméron, Longarine, l'une des devisantes, affirme par exemple « Quand tout le monde me dirait femme de bien, et je saurais seule le contraire, la louange augmenterait ma honte et me rendrait en moi-même plus confuse. Et aussi, quand il me blâmerait et je sentisse mon innocence, son blâme tournerait à contentement, car nul n'est content que de soi-même. » La notion de conscience, très forte au XVIe siècle, notamment sous l'influence de la Réforme, constitue une trace du concept de sujet, même si elle est limitée, comme on le verra bientôt. La piste s'approfondit lorsqu'on se penche sur la représentation des tourments intérieurs liés à l'amour, très présents dans les deux autres œuvres. On peut s'attendre à ce que La Princesse de Clèves, considérée comme le premier roman d'analyse psychologique, entraîne le lecteur ou la lectrice dans les méandres de la psyché des personnages. Le roman contient en effet de nombreux moments où sont décrits à la première personne les questionnements de la princesse. Or, si on demande aux étudiantes et aux étudiants d'observer où mènent ces passages à la première personne, on pourra en arriver à parler de la valeur d'exemple que revêt l'héroïne. Celle-ci est avant tout résolue à suivre, je cite, les règles austères que son devoir lui impose. Ainsi, si elle décide, même une fois son mari décédé, de ne pas céder à ses sentiments et donc de ne pas épouser le duc de Nemours, c'est parce qu'elle considère ses sentiments comme la cause de la mort de son mari et parce qu'elle croit qu'un mariage d'amour est voué à ne lui apporter que souffrance puisque la passion est éphémère. Je sais qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de M. de Clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos. Et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules. Ainsi, comme la devisante de l'Heptaméron, la princesse de Clèves semble s'intéresser avant tout à sa conscience. La mort de son mari et le fait de Nemours et d'elle-même, comme s'il l'avait tuée de leurs mains, peu importe ce que les codes de sa société lui permettent. Elle dit ainsi au duc de Nemours, son bien-aimé, « Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde, mais au mien, il n'y a aucune différence, puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi. » Si la conscience est ce qui guide la princesse, on trouve toutefois dans cette œuvre classique l'idée d'un bonheur personnel, absente de l'Heptaméron. Elle examina encore les raisons de son devoir qui s'opposaient à son bonheur, écrit Madame de Lafayette. Il n'en demeure pas moins que la raison fait voir à la princesse de Clèves qu'en ne suivant pas son devoir, elle courrait à son malheur puisque la passion ne durera pas. L'exposé des faiblesses et des sentiments du personnage ne semble servir qu'à montrer que la raison et le devoir doivent avoir le dessus sur le reste. Explorer ces discours de l'héroïne permet en classe d'avoir une conversation sur la question du sujet qui n'a pas encore, à l'époque où le roman a été produit, de légitimité en soi, puisque sa représentation ne se justifie que par son caractère d'exemple moral. Françoise de Graffigny, de même, choisit un genre littéraire a priori propice au retour sur soi, le roman épistolaire.
C'est pour mieux mettre en valeur la vertu de son héroïne, cependant. Si on se penche sur la dernière lettre du roman, on y trouve dans la résolution de Zilia qu'une fidélité sans faille à ses engagements. Son fiancé Inca l'ayant trahi, ayant épousé une princesse espagnole, celle-ci ne se considère pas pour autant comme libre d'épouser celui qui devra se contenter d'être son plus cher ami. Elle écrit ainsi à d'Eterville, son bien-aimé, son ami, « C'est en vain que vous vous flatteriez de faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes. Ma bonne foi trahie ne dégage pas mes serments, plût au ciel qu'elle me fit oublier l'ingrat. » L'ingrat, c'est son fiancé Inca. « Mais quand je l'oublierai, fidèle à moi-même, je ne serai point parjure. Le cruel hasard abandonne un bien qui lui fut cher. Ses droits sur moi n'en sont pas moins sacrés. Je puis guérir de ma passion, mais je n'en aurai jamais que pour lui. Tout ce que l'amitié inspire de sentiments est à vous, vous ne les partagerez avec personne, je vous les dois. » Ici encore, lorsque la scriptrice parle de fidélité à elle-même, une autre façon de nommer la conscience présente dans les exemples tirés des deux autres œuvres, il s'agit avant tout d'être exemplaire sur le plan moral. Pour la majorité des étudiants et étudiantes, ces œuvres présentent au premier abord un intérêt limité. Évidemment, ils et elles se reconnaîtront moins dans un roman à teneur morale, produit sous l'Ancien Régime, dont l'intrigue se situe dans les cercles aristocratiques français, que dans un thriller d'aujourd'hui. Prendre conscience des raisons qui les empêchent de s'identifier au personnage peut aussi constituer l'amorce d'une discussion qui permettra aux étudiantes et aux étudiants de voir sous un jour nouveau leur réalité. Cette réflexion leur permettra aussi de comprendre ce qui peut motiver les décisions de nombre d'individus vivant dans le monde actuel et appartenant à des cultures où les notions de devoir et d'honneur sont encore très fortes. Comprendre que le sujet, jusqu'à assez récemment, n'avait qu'une légitimité très limitée, permet de replacer dans l'histoire des idées la prépondérance actuelle autour du moi, mais aussi de relativiser le caractère gratuit, authentique et spontané des représentations de soi qui pullulent aujourd'hui. Pour finir, je voudrais souligner que même si le Québec a une longueur d'avance sur la France, même si on ose moins souvent y dire que les écrivaines sont des auteurs mineurs et qu'elles n'ont pas leur place dans les programmes, quoique, les écrivaines francophones d'avant la Révolution française y tiennent encore peu de place au collégial. La construction des cours par ce qu'on appelle des courants littéraires, courants qui ont été dessinés en fonction des hommes, par des hommes et pour des hommes, et aussi qui finalement limitent en effet l'interprétation, comme vous l'avez bien montré, y est pour beaucoup. Il me semble qu'une classification par période permettrait davantage de donner à ces écrivaines la place qu'elles méritent dans les cours de littérature au collégial. Mais le plus grand écueil, je le disais tout à l'heure, est sans doute le peu d'intérêt de beaucoup de professeurs pour cette période. Pour susciter leur intérêt, comme ceux de leurs étudiantes et de leurs étudiants, une mise en valeur de ce que ces œuvres peuvent avoir comme écho dans notre monde me semble primordiale. Même si Citon indique dans son introduction que ce qu'il propose s'applique aux études universitaires plus qu'au lycée, notre cégep, les lectures actualisantes me semblent la meilleure manière de faire découvrir aux étudiants du collégial la littérature ancienne, littérature qui peut impulser en elles et en eux une réflexion sur le monde dans lequel elles et ils vivent.